Salut, aujourd'hui tu nous retrouves avec Joévin, mon associé, et moi-même de la société Bloom Edifice. Comme je le rappelle, on fait de la gestion patrimoniale et du conseil patrimonial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand vous voulez réussir votre vie, votre business, votre donation, votre succession, votre transmission, et vous voulez optimiser votre retraite, ne comptez pas sur l'État, comptez sur des gestionnaires de patrimoine. Et donc là, c'est ce qu'on fait. On aide les gens à fructifier leur patrimoine. Donc nous, on est assez agressif, c'est notre point fort, parce on fait du business aussi à côté. Le mot business, c'est large, mais en gros, on fait de l'immobilier en nom propre, de l'immobilier en marchand de biens, locatif, location de courte durée. Bon, on fait de tout pour faire de l'argent. Moi, je le dis souvent quand on me dit ouais, Jean-Eudes, t'es investisseur, mais ça veut dire quoi? Je suis parti en Suisse avec monsieur acheter des Pokémon, voilà, pour dire que ça va. Ouais, c'est vague, ouais. C'est vague, voilà. Et là, personne après, quand je lui dis en général que je suis parti en Suisse pour acheter des Pokémon, il me dit, OK. Dans sa tête, il investit dans tout. Donc, si tu kiffes et que tu as envie d'en savoir plus, reste sur la vidéo, tu vas en prendre plein les yeux. Voilà. Donc, et t'as dit de l'IMO, mais on fait pas que ça. Il y a également aussi de la crypto. On investit dans la crypto. Que ce soit du staking, on investit en ICO, on fait également des levées de fonds. Jean, sa spécialité là, c'est business angel également. Il investit dans des startups. Certes, ça a plus de risques, mais également un plus gros gain à l'arrivée. On fait également de la bourse, hein, à la fois du DCA et des fois sur des actions ciblées, donc des ETF. C'est toi qui m'as mis dessus sur les ETF, voilà. ETF. Donc en gros, c'est les trois domaines principaux où on est dessus, on investit. Et ça nous rapporte de l'argent. Ça nous rapporte pas mal d'argent. Donc, le sommaire de cette vidéo, qu'est-ce que ça va être? On va vous faire un petit récap. Là, on a fini un de nos chantiers, il arrive à son terme. On a fini un de nos chantiers. On va vous expliquer tous les problèmes qu'on a eu pendant ce chantier. On va vous expliquer en fait ce qu'est le métier. La vie d'un investisseur immobilier. La vie d'un investisseur en immobilier. Et surtout en marchand de biens. Et après, on va bifurquer sur tout ce qui est bourse traditionnelle et crypto-monnaie. Voilà, pour finir cette vidéo. Et je vous parlerai après de tout mon côté business angel parce que en fait, c'est un effet boule de neige et c'est du réseautage, énormément de réseautage. Énormément de réseau, mais partout en vrai. Dans tous les investissements IMO et surtout en private equity, le réseau, ça fait tout. C'est clairement ça qui fait tout. Ça va être le réseau qui va déjà te booster parce que c'est motivant de voir quelqu'un, de connaître. Il va te donner des informations, des pépites également. Il va te donner un chantier, un appartement, un immeuble pas cher qui est sur le marché gris ou justement une levée de fonds qui va être faite. Ok, telle société a besoin de 50 000. Ok, toi t'arrives. Si tu connaissais pas cette personne, jamais t'aurais pu investir dans cette société. Et ça t'ouvre énormément de portes. Donc ça, c'est le sommaire. Là, maintenant, on va attaquer direct l'immobilier. Retrouve-nous sur l'immobilier. Bonjour, Joévin, l'immobilier. Ouais. Notre petit dada. Donc, première opération de marchand de biens. Pas la plus simple, hein, on vous remet dans le contexte. On achète une maison à Mont-de-Marsan, une vieille maison. On veut la diviser en 4 appartements. Donc voilà, la division se passe bien. On fait le protocole, hein, notaire, géomètre, la mairie, l'urbanisme, tout ça c'est fait. Et lors des travaux, on a eu une mésaventure avec un artisan. Donc souvent en fait il y a des prémices quand ça se passe mal. Voilà, c'est pas d'un coup ou c'est très rare que l'artisan il prend ses bagages, il prend ses outils plutôt et il s'en va. Et vous avez trop payé, voilà. C'est plus déjà il y a des défauts, il y a des relances, il y a des coups de téléphone, ça se passe pas bien. On sent tout ça arriver et nous on s'est protégé, huissier. C'est ce qu'il faut faire. Ça va devenir un peu votre meilleur ami quand il y aura des soucis, ou en marchand quand il y aura des achats et des ventes. Et t'appelles un huissier, il fait un constat d'huissier. Quand notre artisan a quitté les lieux et qu'on lui avait trop versé d'argent, en fait, l'huissier a constaté, ok, l'artisan un tel a fait ça comme travaux, il a rendu l'appartement ou l'immeuble comme ci, comme ça, comme ça. Et en fait, c'est acté. Et au moins, s'il y a des poursuites judiciaires, ça fait preuve et ça fait foi. Après, parce que là, il était vachement sur tout ce qui est juridique et huissier. Mais comme moi, je vais surtout parler de mon côté, parce que en fait, le chantier est surtout à côté de chez moi et pas à côté de chez Joévin.
Donc on va dire que les artisans, ils m'appelaient souvent moi parce que c'est moi qui gérais aussi la partie travaux. Joséphine est plus partie papier, documentation, réglementation, fiscalité, tout ça. Donc quand j'étais avec les artisans, c'était des coups de fil à minuit et demi. C'était du 3h du matin bourré. Donc c'est là où vous vous dites, ça pue, ça sent pas bon. Et moi, il y a un truc, ça je l'ai dit dans une autre de mes vidéos qui va sortir, et il y a un truc qui est hyper important quand vous investissez, à plusieurs, c'est le souci du compte rendu. Si vous voyez bien un militaire qui me suit, c'est en gros, dès que vous avez fait quelque chose, pour pas que vous embrouillez avec votre collaborateur, même si des fois je te casse les trucs. 4 appels, 10 appels le même jour. Dès qu'il y a un truc, un compte rendu, un souci ou un bon point, soit un texto, soit un vocal, soit tu l'appelles et tu lui rends compte. Au moins lui, dans sa tête, même son subconscient, s'il est en train de jouer ou faire autre chose, ben en fait, ok, il m'a dit ça. Parce que l'artisan, qu'est-ce qu'il a pas fait? Il a été voir Joséphine, il a dit oui, c'est pour nous monter la tête. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah non, Jean-Ed, il me l'a dit. Et ça, mais c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à rester soudés. Et que l'association se passe bien. Hein. Et il faut vraiment le tourner comme ça. Et dites-vous que la vie d'un investisseur, c'est, comme il l'a dit, là, je vais bifurquer sur ce qu'il a dit, c'est beaucoup de problèmes. Si t'as pas envie d'avoir de problème, métro, boulot, dodo, ton patron, il te gère, donc lui, c'est toi le problème, qui peut te mettre en arrêt maladie, qui peut faire couler sa boîte. Moi, c'est moi seul qui me fait couler ma boîte. Donc, j'ai pas d'autre choix que de pagayer, que d'avancer. Régler les problèmes au fur et à mesure. Et j'avance sans arrêt. Et ça, en immobilier, à part mes points, je peux pas. Donc, Joséphine a dit, un super bon huissier. Un super bon avocat, et m'allez pas voir tonton, tata Jacqueline, avocate dans le métier que vous faites, avocate sur le droit de famille, avocate de famille, avocate sur le droit immobilier, avocate immobilier, entourez-vous de bonnes personnes. Pareil pour le notaire, quand notre notaire, il est génial pour tout ce qui est juridique, donc dès qu'il a un truc, l'article, tac, c'est le binôme. Parce qu'en gros, nos notaires, voilà, quand on va signer les compromis, les actes, on voit un notaire. Et quand, pour la rédaction des compromis, tout ce qui est les documents, je pense que c'est pas un clerc de notaire, ça va être un notaire aussi. Et les deux, ça fait la paire, quoi. Franchement, c'est un bon binôme. On a fait une vente là, même 2 ventes, et on voulait les remercier parce que c'est important, c'est aussi remercier les personnes avec qui tu travailles, et pour entretenir une bonne relation, c'est important. Donc une bouteille de champagne, une belle bouteille de vin, ça fait toujours plaisir. Parce que bon, ils nous ont fait rentrer plus de 250 000 euros. Une petite bouteille, une petite bouteille de vin, on a bu un petit coup de champagne, on a les anecdotes, et ça fait du relationnel, c'est important aussi. Et le réseau. On n'offre pas une bouteille de champagne que pour le réseau, mais on offre une bouteille de champagne pour la totalité, parce que ça peut être par exemple, lui, dès que je vois le notaire, dès que je parle avec lui, il me dit « Ah mais c'est mon pote avec qui je suis parti à tel endroit, puis je suis parti à tel endroit aussi avec votre avocat. » En gros, notre avocat, il est parti avec notre notaire, donc nous, on rentre dans ce cercle-là, et puis let's go. Eux, on leur fait gagner de l'argent, eux, ils me font gagner de l'argent. Enfin, c'est cohérent. Et dans le monde du business, là où je voulais en finir sur la partie juridique, ça va être jamais linéaire. Tout dépend comment vous voulez être. Et c'est les montagnes russes. Et il faut vraiment être accroché. Parce que quand vous avez prévu un budget qui est de 50 000, mais que t'as pas prévu la dommage ouvrage en tant que marchand de biens, c'est 10 000. Sur notre projet, c'était 10 000. Et que c'est un 5-10%, on va dire, du prix des travaux. Et que en fait, huissier, d'un seul coup tu viens raquer, et si, et là, faut retrouver des artisans, faut avancer. Ça peut être long. Donc soit tu te dis la vie est dure, et tu régresses, soit en fait on a avancé. Donc on a pu avancer, on a trouvé une autre équipe. Ouais. Avec cette équipe, ça a avancé beaucoup plus vite. On a pu, Joséphine et moi, se reprojeter sur un des prochains biens. On vous expliquera après. Et cette équipe nous a refait faux bon parce que le patron... Non, c'est une personne en soi. Ouais, une personne nous a refait faux bon. Ouais, plutôt, ouais. Une personne nous a refait faux bon. Donc, dans cette nouvelle équipe qu'on a disloquée, à la base, on avait une société qui faisait la totalité, qui
qui nous a vulgairement baisé. La deuxième société, c'était un artisan pour chaque discipline. Une décennale, un plombier, une décennale, un électricien, une décennale, un plaquiste. Je crois que j'ai fait le tour. Et le maçon. Et le maçon, une décennale, le maçon. Ils nous ont tout donné, on a récolté toutes les décennales, on a tout envoyé à notre notaire, parce que le notaire, lors d'une vente, il a besoin de la totalité des documents. En fait, pour vendre un bien en tant que marchand de biens. Ah oui, ça demande tellement plus de paperasse. En fait, c'est l'historique du bien. L'historique. Donc, quand vous êtes malade et que vous avez un cancer ou quoi que ce soit, on vous demande votre carnet de santé. Votre carnet de santé depuis que vous êtes petit, et on sait, l'assurance, il va bien regarder les petites lignes et voir si vous avez des antécédents et que vous avez continué à fumer. Tout ça, il va le savoir. Et ça, c'est exactement pareil dans l'immobilier. Vous lui donnez la totalité, au moins, du moment que vous êtes clair auprès de votre notaire, vous pouvez avancer, vendre, sans jamais avoir un problème. Nous, je sais qu'on n'aura pas de problème. Oui, c'est carré. Si on a des problèmes, en fait, ça va être comme un ballon de rugby. Moi, quand les personnes qui m'ont acheté, ils m'ont dit, ouais, ils me rappellent et qu'ils me disent, Jean, j'ai un problème. Passe à l'aile. Lui, il va taper la décennale. Moi, voilà. Moi, je vais voir la décennale, et après la décennale va taper la décennale des artisans. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, faut vraiment être accroché là-dessus. Et donc, grâce à ce nouveau réseau, on a pu trouver un électricien. On a pu trouver un plombier qui marche bien, mais le plaquiste, ça a pas fonctionné. Donc, on a décidé de retrouver un autre plaquiste. Et là, c'était pas forcément, c'était ses employés qui ont pas bien géré. Par exemple, voilà, pour le placo, ils ont posé le placo, en fait, à même le sol. Que normalement, un demi-centimètre. Voilà, c'est un demi-centimètre. Il y a des règles, je sais pas comment ça s'appelle, un texte qui dit, OK, le placo, ça doit être plaqué à 5 mm du sol. En fait, ils les ont plaqués à ras. Forcément, ils l'ont mal posé, il y a eu de l'humidité, et voilà. En fait, si Jean-Eudes, comme il a fait pas mal de chantiers, son père était était artisan, donc il a l'œil, il a fait des chantiers, il s'est fait l'œil, il s'est fait la main, comme on dit. Et en fait, il voit ces problèmes-là. Donc, il peut le dire à l'artisan, que l'artisan, il va poser à ras, toi, tu vas pas forcément savoir, et OK, c'est bon pour moi, il va poser les plaintes, et 6 mois à 1 an après, il y aura de la moisissure sur ton placo, et là, ça sera pour ta pomme, que en fait, de base, c'était l'artisan qui a mal posé son placo. Donc, c'est important, en fait, c'est sûr, à ton premier chantier, ça va être compliqué de savoir tout soi-même. Et je te demande pas de tout savoir toi-même. Mais en gros, si tu as des connaissances, des oncles, des pères, des frères, qui se connaissent dans le bâtiment, c'est toujours bien d'être accompagné par eux. Tu as 2 choses. Pour moi, tu peux faire que 2 choses. Dans tous les cas, tu vas passer par du relationnel et du sociable. Dans tous les cas. Donc, soit tu prends un maître d'œuvre et tu vas voir, ça va te coûter de la tête. Oui. Voilà. Au moins, lui, il engage sa responsabilité, sa décennale, sa dommage ouvrage, il gère tout ça. Voilà. Ou sinon, t'es formé. Tu sais comment on pose le sol, tu sais comment... En fait, je suis désolé, mais il faut connaître la totalité. En marchand de biens, c'est pas... j'ai de l'argent, je me réveille, je vais acheter de l'immobilier, je vais faire plus 30%. Ouais. Non, faut connaître un peu les ficelles. Faut vraiment se dire, là, c'est mal posé, là, à long terme, ça va faire ça, là, ça va faire ça, là, ça va faire ça. Et quand tu arrives à faire comprendre à l'artisan qu'il est en tort, voilà, en fait, tu es sûr que tu vas gagner. Par exemple, moi, pour le placo, il m'a dit, mais Jean-Eudes, c'est toi qui m'as dit de poser le placo comme ça. Et je lui ai dit, l'article L 223 alinéa 1, il dit bien comme quoi tu as un devoir de conseil. Donc ton devoir de conseil, c'est de me conseiller et de me dire qu'il faut le rehausser. Tu l'as pas fait, donc t'es en tort. Faut connaître aussi un petit peu le juridique. Un marchand de biens, il connaît un petit peu le juridique pour anticiper. Dès que tu as un problème et que tu veux faire parler d'un article ou un alinéa, tu vas pas aller voir avocat. Non, ça va te coûter les yeux de la tête. Donc faut être un petit peu renseigné, faut être un petit peu agressif, faut être doux pour des fois redonne-moi les clés, on arrête tout ça. Moi je suis pas comme ça, c'est Joëline qui est comme ça. Mais voilà, faut vraiment se dire que quand vous voulez avancer, en fait vous allez avoir plein de barrières et ces barrières faut les connaître. C'est pas à tonton, tata Jacqueline à vous aider, c'est à vous à connaître le moyen. Si vous savez pas, YouTube. Ouais.
Comment on pose du placo? YouTube, tu regardes 10 minutes, tu regardes quelque chose de carré, et puis voilà, c'est fait. Après, c'est comme tu l'as dit, c'est vrai que tu veux pas te prendre la tête. Maître d'œuvre, ça va te coûter plus cher, mais au moins. T'es plus rentable. Après. Voilà, oui, mais au moins tu passes ton temps à faire autre chose et tu te prends pas la tête sur ça, tu vois. C'est à chacun de, ok, est-ce que je me fais la main moi tout seul ou je délègue la totalité? C'est à chacun, on va dire, de voir ça dans son business plan. C'est ça. Et du coup, la suite, bah voilà, on a retrouvé un autre artisan. Et en fait, on voit tellement la différence entre, voilà, le bon artisan et le mauvais artisan, comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. Et ben, on le voit tout de suite, en fait, à sa façon de travailler. Il n'y a pas d'excuse. Oh, bah non, j'avais pas ça sur le chantier, je pouvais pas avancer. Lui, à un moment, il y avait plus de placo. Bah, il nous a fait un Velux, il nous a fait un sol, il nous a fait un réagréage. Voilà, il percute et ça avance. Et c'est fou, la différence, hein. Donc là, ça déroule. Ouais. Du coup, voilà, on a pu en vendre 2. Donc, la semaine dernière, on en a vendu 1. Et là, cette semaine, on est allé signer chez le notaire. Donc, enfin, on a de la rentrée d'argent. Donc, ça fait plaisir. Donc, il y en a un, pareil, on est en sous-compromis. Donc, c'est top. Et là, le dernier, on est bientôt en train de le finir et on va le pré-commercialiser. Et là, on va bifurquer sur notre nouvelle acquisition. Voilà. Donc, mon édifice, notre société de marchand de biens, elle existe que depuis 1 an bientôt. Et on s'est dit, en 1 an, il faut qu'on ait 1 demi-million, en 2 ans, il faut qu'on ait 1 million, sauf que non. Fois 2, en gros. Fois 2. En gros, non. On veut pas ça. Pour moi, je lui ai dit à Joévine, je veux 2 millions net, vu qu'on n'a pas de crédit. On sait que notre cash, notre patrimoine. Je veux 2 millions net en mars 2025. Donc j'aurai 2 millions net. Voilà, vous voyez le mindset, c'est comme ça. Donc 2 millions, il faut commencer à anticiper, à vous dire, ok, est-ce que je vais me verser un salaire? Est-ce que je vais me faire ci? Je vais faire des dividendes? Faut regarder tout ça. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, j'ai 2 millions, qu'est-ce que je fais? Ben, je prends 10 000 euros de revenus. Ok, 10 000 euros de revenus dans une SAS. Vous allez payer 8 000 euros de frais en plus d'État. Donc c'est pas 10 000 qui sort, c'est 18 000 tous les mois. Est-ce que vous avez envie de payer 8 000 d'impôts tous les mois? Non. Donc, optimiser, organiser, holding, LBO, OBO, et tout ça, en fait, c'est de la gestion patrimoniale et du conseil patrimonial. C'est là où on veut en venir, c'est qu'on peut vous aider là-dessus, parce que nous, en fait, on le fait pour nous. Et je vais vous dire un truc. Je connais pas mal de CGP, j'en connais pas mal, hein, de CGP qui sont dans la chaîne alimentaire avec des études plus haut que moi, mais qui ont toujours un salaire, qui sont toujours à la recherche, alors que moi, dans notre société de marchand de biens ou dans ma vie de rentier, eh ben, je suis largement supérieur à eux parce que je sais le faire. Je sais le faire. Bah moi, c'est vrai que pour les CGP, c'est un peu un comble qu'un CGP tu vois s'il est bon en fait. S'il ne touche que son salaire, un CGP, pour moi, en fait, tu le vois pas ce qu'il te dit. En fait, tu dis, ok, tu pèses combien, t'as combien d'appart, t'as combien en bourse, voilà. Et il va te dire, bah non, j'ai zéro appart. Bah honnêtement, tu vas pas lui faire signer des contrats parce que pour lui-même, il applique pas ce qu'il a appris. Donc comment veux-tu que pour toi, il te fasse gagner de l'argent si même pour lui, il a pas gagné de l'argent? Il pourra te faire gagner de l'argent, mais sur ses seules compétences qui seront scolaires. Le mot, c'est ça. Et sur les coms, il va toucher grâce au contrat que tu auras signé. C'est ça. Et sur les coms. Alors que nous, notre but, c'est pas ça. C'est de vous aider à vous diversifier et à réussir. Et comprendre, surtout. Et à comprendre la mentalité du business. On a été militaire et se dire, ok, on nous a bourriné la tête à faire comme ça. Et je veux l'appliquer dans le civil comme ça. Lui, Joévine, il a fait un reset. Moi, je l'ai gardé, certaines choses. Par exemple, une petite anecdote de ce matin, je vais voir mon artisan sur le chantier, je lui dis bonjour, et il me dit, et je lui dis, oh, la trappe. Joévine, il sort la trappe, une trappe de visite, et il me regarde, il me fait, j'ai compris, là-haut. C'est tellement agréable, parce que nous, on leur met, percute, parce que je vais te percuter. Voilà. Et là, le mec, il a compris, en fait. On n'a même pas eu besoin de lui dire, bon, oui, à tel endroit. Il aurait pu percuter au début, quand même. Non, si on lui a pas dit, des fois, ils peuvent pas savoir, bien sûr. Ouais, ils oublient parce qu'ils font beaucoup de choses. Et nous aussi. Mais c'est tellement agréable quand vous dites un mot à un mec, vous avez même pas le temps de continuer votre phrase, et que le mec, ah oui, il percute.
enfin, et ça, c'est kiffant. Et ça, quand vous travaillez avec des gens qui sont tous les jours comme ça, ben, c'est juste kiffant, en fait. Voilà. Donc, suite, on va dire, à la vente, on se projette déjà, on perd pas de temps, nous, hein. Donc, on n'a même pas vendu les 4 appartements de notre première opération de marchand de biens, qu'on veut déjà racheter un autre immeuble. Et ben là, normalement, on nous a donné des dates. On n'est même pas propriétaire de cet immeuble, mais on a signé des compromis pour la vente des appartements. Donc, explique un peu ce procédé, Jean-Yves. Alors, ce procédé, ça s'appelle la pré-commercialisation. La pré-commercialisation est ou non acceptée par le vendeur. Le vendeur, il a accepté la pré-commercialisation. Lui, dans tous les cas, il veut tant d'argent. Je vais donner des chiffres ronds. Il veut 1,5 million. Ce demi-million, moi, je lui ai dit, ben, j'aurai sûrement 400 000 euros pour la date. Est-ce que ça vous va que les 100 000, je vous les verse dans un mois? Ben, je pense pas qu'il va me dire non, parce que et ça, c'est du juridique et c'est aussi c'est aussi le bon, la brute, c'est aussi un petit peu du truand. Parce que quand il a la date fatidique, soit il se dit, ben, je caduque ma vente, et le temps que je retrouve quelqu'un comme nous qui a le cash à ce prix, comme ça, etc., et reprendre un délai de 3 mois, bah non. Le mec, il va attendre juste 1 mois pour, en fait, avoir son argent, ou peut-être 2 semaines ou 3 semaines. Et c'est ça, en fait, ce pouvoir qu'on a eu, c'est qu'on s'est dit, on achète ça 1,5 million, on le revend 1 million, et hop, on se fait du cash avant même d'avoir acheté le bien. Ça veut dire que le jour où on va aller signer, l'acte authentique d'un bien, on va signer le même jour les ventes de toutes nos ventes de l'acte authentique. Ça veut dire que toute notre journée va se passer chez le notaire, sûrement. Ouais. En gros, nous, je dis n'importe quoi, le lundi 1er juillet, on achète l'immeuble. Et le lundi 1er juillet, à midi, bah, on signe la vente d'un appartement. Une demi-heure plus tard, la vente de 2e appartement, jusqu'à 8, parce qu'il y a 8 appartements dans notre immeuble. Donc, en gros, ça peut être une bascule, on appelle un flip-flap, ouais, un truc comme ça. Qu'en gros, bah, en un jour, en fait, on achète et on revend. Si on a réussi à, bien sûr, avoir les offres avant, tout ça, hein. Attention, hein. Il faut mettre au bon prix, il faut bien vendre. Faut connaître aussi, quand vous voulez que ce soit hyper réactif comme ça, ce sont des frais qui sont anticipés. Vous n'êtes pas propriétaire, que nous, on a déjà mis. Oui, voilà, bah, un bon 15 000. Ouais, voilà. Un bon 20 000 euros alors qu'on n'est pas propriétaire. Pourquoi? Notre géomètre. Donc, le géomètre va faire une mise en copropriété. Il y a aussi également les diagnostics à faire pour la signature des compromis. Si on veut que ça avance, bah, forcément, faut avancer les frais. Donc, t'as 8 appartements, c'est 300 euros un diagnostic, bah, ça monte vite à 2005. Donc 5000, 2005. Les biens, il y avait, sur 8, il y avait 5 biens qui étaient loués. En fait, des biens loués par des gens qui font pas très attention au mobilier, c'est toujours mieux, en fait, de le vendre nu. Au moins, les gens, ils peuvent s'y projeter. Donc, nous, on est arrivés. On leur a proposé, en fait, une indemnité d'éviction, ça s'appelle. Donc, quand tu achètes un appartement et que tu veux le meubler, toi, et que c'est une location nue et que tu veux partir sur le locataire, et ben, en gros, tu peux leur proposer, c'est un peu de la négociation, hein, tu leur proposes une somme, tant d'années ou de mois de loyer, soit ils acceptent, et en fait, ils peuvent partir à la date quand tu as signé chez le notaire, l'acte authentique, et en gros, il va y avoir un contrat entre le notaire et le locataire, ou soit en fait ils disent bah non, on veut pas votre indemnité d'éviction, bah ok, t'es propriétaire, tu casses le bail dans la légalité, hein, mais bon, ça te fait perdre des délais. Nous, on veut gagner ce délai-là, et on le sait tous, quand tu vends un appartement où il n'y a pas de locataire, tu peux le vendre au prix, que s'il est loué, c'est entre 10 à 15% moins cher par rapport au prix normal. Donc, pour rassurer aussi les futurs investisseurs qui vont sûrement nous acheter, on a commencé à estimer, j'ai sorti des devis grâce à mes artisans, j'ai sorti des devis. Au moins les gens, en fait, quand quelqu'un vient visiter et veut commencer à négocier quelque chose qu'il n'est pas au courant, mettez-le au courant. Dès qu'il est au courant, il peut moins négocier. Donc moi, mon but, c'était qu'il négocie le moins possible, donc j'aurais sorti des devis. Je leur ai dit ça va être comme ça va être comme ça. On a redécoupé avec le géomètre pour qu'ils aient plus de terrain.
En fait, faut s'adapter. Mais ça, on le fait que quand on a une maison ou que quand on a un ensemble d'immeubles. On peut pas gérer ça que pour un logement dans l'immeuble. Parce que là, il y a une copropriété qui est à faire. Et ça, je reviens toujours à la chose que c'était une maison divisée en plusieurs lots légales. Nous, il fallait obligatoirement, si on veut vendre lot par lot, il fallait obligatoirement un historique. Donc, vu qu'il n'y avait aucun historique, eh ben, géomètre est passé. Le géomètre a dit au cadastre, tel lot, tel lot, tel lot, tel lot, tel lot, tel lot, tel lot. Ok, maintenant il y a des lots. Maintenant il y a des carèses. Maintenant il y a des tantièmes. On va créer la copropriété. Du moment que vous créez la copropriété, vous créez un registre de copropriété. Ça veut dire, il y a tant à faire, il y a tant de mètres carrés dans la copropriété, il y a tant d'escaliers, il y a tant ci, qui va avoir ci, qui va avoir ça. Tout ça. Et chacun mettra de l'argent en fonction des tantièmes. Et là, après, pour vendre, il faut obligatoirement soumettre un DPE. Donc, on a fait passer un DPE. Le DPE, il est arrivé, il a fait tous les lots. En une fois. Tous les lots en une fois. Donc, ça veut dire que le temps aussi. lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, lot 5, lot 6, lot 7, lot 8. Il a fait tous les lots. Mais là, ça ne nous résout toujours pas l'immeuble. Donc là, il a fait un DTG, diagnostic technique global. C'est que ça veut dire que il prend le meuble, il prend l'immobilier, l'immeuble, et il regarde les murs porteurs, il regarde la charpente, il regarde tout pour dire, c'est comme ça au jour de la copropriété. Pour être légal, pour pas qu'on se retourne contre nous, tout ça. Et ça, ce sont des frais. Et nous, moi, j'ai eu envie que ça avance. Donc moi, j'ai dit à mon notaire, je veux, parce que j'aime bien ce mot-là, je veux. C'est pas je caresse l'espoir avec Jean, c'est je veux. Je veux signer le 22, dans la semaine du 22 ou du 29, là, tous les compromis. Donc il me faut tous les DTG, tout le géomètre. Et le géomètre et le DTG, je leur ai dit, je le veux le 16. Et ils m'ont dit, mais moi je peux intervenir le 16. Et je lui ai dit, ok, je veux le 17. Il m'a tout envoyé le 17. Ouais, dans le week-end, je lui ai tout envoyé. Le notaire, il avait déjà tout trié. Boum, allez, hop, on passe les appels, on signe, on fait. Enfin, Faut être proactif. Ouais. Faut pas subir et attendre. Ah non, non, faut être proactif. Et ça, je vais bifurquer sur ce que vous aimez à l'armée. En général, c'est oui et non. Nous, au régiment, c'était différent. Mais c'est vrai que dans certains régiments, faut leur donner des ordres. Et ils sont là. Et je fais quoi? Je me tourne les pouces. Non. Lève-toi, fais quelque chose. Enfin, sois actif. Parce que c'est pour toi que tu vas travailler. Et nous, ça, on l'a fait naturellement. On l'a fait naturellement. Oui, il y a une chose, on le fait. Et on se bouge le cul. C'est pas forcément de la motivation. Allez, je suis motivé aujourd'hui, je vais passer 10 coups de fil. Non, on a l'étape à les faire. Ouais, voilà, on a faim et est-ce que c'est de la discipline, motivation, je sais pas, mais ouais, voilà, on a faim et on passe les coups de fil. Ok, on rencontre à l'un, à l'autre, on rencontre au notaire, à l'agent immobilier. On est sûr d'avoir à ce pas. Moi, je suis sûr d'avoir au moins mes 900 000 euros. Dès que j'aurai mes 900 000 euros, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend ces 900 000 euros qui tombent tel jour dans la telle poche, dans notre tel compte, et après on achète, et on repart sur 3 mois, ou on l'anticipe? Ouais. La question, elle est simple. La réponse aussi. On l'anticipe. Donc, juin, fin mai, ou début juin, ou fin juin, on veut signer un compromis d'un autre lot. Voilà. Mise en clause de vente, la totalité de l'immeuble. Voilà, dans tous les cas, on est déjà dans la boucle et c'est notre notaire qui a l'immeuble d'avant. Donc notre notaire, il va dire, écoutez bien la réflexion. Notre notaire, il va dire, mais moi je veux ma com. Donc je vais faire accélérer les trucs de dessus pour attaquer le truc d'en dessous. Et moi, je vais accélérer, je rachète encore. Donc tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant et puis mais on parle de milliers d'euros qui tournent continuellement. Et pour rebondir à ça, faut pas non plus faire n'importe quoi, parce que si tu fais n'importe quoi, tu mets pas les bonnes clauses, en fait, tu augmentes ton risque. C'est bien d'augmenter son risque, tu peux gagner plus, mais tu peux également perdre à un moment donné. Donc, voilà, faut trouver un juste milieu de pas se mettre trop dans le rouge, un petit peu, mais pas trop non plus, parce que sinon, tu as le retour du bâton et sur des grosses sommes, des fois, ça, quand on les anticipe pas, ça peut être, surtout en marchand, où tu as quand même beaucoup plus de responsabilités que si quelqu'un qui a un investisseur immobilier lambda qui fait du locatif. Donc ça s'anticipe. Faut faire attention. Alors, pour
pour les messieurs dames qui sont alarmés, vous avez le droit d'ouvrir une SCI familiale, vous avez le droit de faire de l'immobilier. Je vous conseille, vous allez au bureau du BEH, vous regardez, c'est souligné en gras, souligné en gras, c'est noir. Tant que ceci n'empiète pas sur la fonction primaire du militaire. C'est réglé, c'est carré. Vous pouvez travailler légalement, je dis bien légalement pour tous les mecs qui ont fait comme moi du black, à aller faire, à aller en sécurité. Mais voilà, on l'a tous fait, on a envie un petit peu de profiter. Et dites-vous que vous pouvez tous détenir des biens en immobilier dans des sociétés. C'est tout. La seule chose, c'est que normalement, vous n'avez pas le droit de faire du commercial. Voilà, c'est bien spécifié, c'est le commercial. Donc vous pouvez détenir de l'actif immobilier à long terme, autant que vous voulez, autant, tant que ceci n'est pas une fonction commerciale. Si vous voulez en savoir plus, je ferai une vidéo vraiment sur tout ce qui est holding commercial et pourquoi, quand vous voulez vous expatrier, vu que je m'expatre, je vous dirai que pourquoi, quand je vais dans un pays, il faut ouvrir une holding, mais la holding, il faut qu'elle soit à but commercial. Si elle n'est pas commerciale, ça sert à rien. Il faut qu'il y ait des rentrées d'argent. Donc ouais, une autre vidéo sur ça, justement, sur l'expatriation, parce que voilà, hein, il a parlé des chiffres, Jean-Eudes, bah forcément qui dit gros chiffres en France, hein, qui dit grosse imposition. Donc on est malin, voilà, il y a des choses auprès des comptables français et comptables, là toi, ça sera en Andorre. Ben voilà, il y a des ficelles, faut les connaître. Et t'as un jeu de cartes, comme on vous l'a dit dans d'autres vidéos, t'as un jeu de cartes, tu te rajoutes la dame de cœur. Et ben la dame de cœur, c'est s'expatrier dans un pays pour payer moins d'impôts. Et ben voilà. Tu pour vivre mieux aussi. Oui, voilà, également. Moi je vis mieux. Voilà, c'est ça. Après, ça dépend de chacun, les objectifs et les envies de chacun. Mais voilà, t'as une carte en plus dans ton jeu de cartes et tu peux justement, avec ce jeu de cartes, atteindre tes objectifs plus facilement. Donc, si vous voulez en savoir plus sur comment organiser, agencer, optimiser votre holding en Andorre et que vous voulez en savoir plus sur justement toute ta fiscalité en France, tu me contactes, le lien est dans la bio, tu prends ton coaching ou tu m'appelles direct sur les réseaux et voilà, ça marchera mieux. Donc là, on a fait un bon point hein, sur l'IMO, hein, sur notre vie d'investisseur de marchand de biens. Donc, on n'a pas que le marchand de biens, on a aussi la crypto, la bourse également. Donc, on va passer à ça. Hein. C'est peut-être, tu nous suis, c'est peut-être grâce à la crypto ou la bourse. Donc là, en crypto, on l'attendait tous, le fameux halving. Il y avait un décompte. Hein. Le fameux halving, je crois, est passé dans la nuit du 19 avril. Donc ça y est, la récompense de minage a été divisée par 2. Bah oui, c'est rien passé sur le coup. Hein. On attendait, ouais, le halving, champagne, allez, je vais être millionnaire. Non. À chaque fois, au halving, souvent, ça chute un peu. Hein. Il y a eu la baisse à 60 000 $. Donc, on a fait 60 000 $. Là, pour moi, on a un gros range. Comme je te disais, voilà. on a un gros range. Je ne suis pas trader, expert en crypto-monnaie. C'est déjà que c'est très volatile, c'est déjà très dangereux. Alors, trader ça, faut être très très bon. Il y en a très peu. Moi, perso, j'espère qu'il va regarder la vidéo et qu'il a envie de repartager ma vidéo. Crypto Trône, franchement, il fait des tradings de ouf. Il te le dira, il y a un putain de gros range, 59 000 $, 65, 59, 65, 59, 65. Et là, pour moi, ça va ranger. Et qu'est-ce que ça veut dire le mot ranger? Accumuler. Accumulation massive, reprise des... le marché respire. Ouais, normal. Une respiration du marché et aussi la prise de toutes les personnes qui ont pris les positions à 58, 59 000 $. En fait, il y a des lignes de liquidité qui sont là et le Bitcoin, avant de repumper, il a besoin de se dire, ouais, je vais prendre l'argent. Enfin, prendre de l'élan. Prendre de l'argent. En fait, c'est prendre de l'élan avant la. Et c'est cette accumulation qui va se faire grâce à cette division qui vient d'être créée dans le marché des crypto-monnaies. Vous n'allez pas le ressentir maintenant. Mais c'est normal. Dites-vous que là, c'est juste la petite boule de neige qui commence à dévaler une pente. Ça va grossir, ça va prendre. Mais à la fin, ça va être une grosse boule. Bah, ça va être bull run et... Elle va être énorme. Là, tout le monde va faire des fois 10, fois 100. Mais par contre, au bout, il y a le rocher. Il faut l'anticiper. Ouais, voilà. Quand vous prenez le rocher, la boule de est toute petite. Et le rocher, c'est le bear market, en gros. Le rocher, c'est le bear market. Donc, cette métaphore, je la trouve pas mal. Moi, je vous conseille vraiment de me suivre.
et de m'appeler et de prendre un coaching avec moi. Je vous le dis, le tarot pour une année à suivre, c'est 1500 €. Je prends 1500 € sur tous mes élèves pour les suivre tout au long. Ils peuvent m'avoir par téléphone sans arrêt. Par contre, ça sert à rien de m'appeler si tu veux mettre 1000. En général, tous mes clients, c'est 5-10 000 € qu'ils mettent. Voilà, sinon ça sert à rien. Donc, je te propose de me suivre dans toutes nos vidéos bourse et crypto. Et là, on va continuer sur la crypto un peu. C'est ça. Donc, le fameux halving. Un peu le pétard mouillé. Moi, j'aime bien cet exemple. Le pétard, bon, bah, il se passe rien. Et en fait, on l'a vu les autres fois. Il se passait rien. Ça baissait même avant, justement, là, c'est the news. Et là, ça prenait du temps. Et après, les 3-4 mois, souvent à partir de 3-4 mois, là, on sent vraiment, OK, il y a le halving qui est là. L'euphorie arrive et il y a cette phase parabolique. Donc en gros, tu regardes ta charte et en gros là, c'est comme si on était mai 2020. Bon, et après il y a eu le crack du Covid, donc ta charte elle est un peu différente. Mais en gros, il y a eu le halving en mai 2020 et bah quand tu regardes la courbe qu'il y a eu après, voilà. Donc à toi de te préparer. Est-ce que tu es déjà prêt? Bah tant mieux. Mais en gros, va falloir soit je dis pas que tu subis ton halving et tu fais rien et t'attends que ça se passe. Non, faut être quand même proactif. Il y a des positions, faut en prendre. Là, en gros, il y a eu une grosse montée des alts, pas mal de IA, tout ça. Jean l'a constaté sur son portefeuille. Bah, les crypto-monnaies, moi, j'ai regardé mes courbes. Il y a beaucoup de crypto-monnaies, en fait, par rapport au plus haut. Et là, à la chute qu'il y a eu, il y a eu un moins 50%. En gros. Toutes les personnes qui ont racheté en bas, franchement, bon pouce. Voilà, donc au plus haut et là où le plus bas que ça a atteint, je crois que c'était il y a 4-5 jours, ouais. À peu près si je me trompe. Pourquoi? Donc moins 50%, voilà, c'est samedi justement où il y a eu l'attaque de drone entre Iran et Israël. Donc en gros, là où je voulais rebondir, c'est que, ok, il y a l'immobilier, ok, il y a la crypto, ok, il y a la bourse traditionnelle, mais il y a un facteur qui est à l'intérieur, qui est le système de la tendance baissière-haussière et le système macroéconomique et l'écologie actuelle. Donc ça veut dire que dès qu'il y a une guerre, il y a des transactions de milliards qui se font, parce que c'est sûr, il y a des problèmes. Et donc en gros, ça a fait chuter tout le SP500, ça a fait chuter la crypto-monnaie, panique, stress, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ça y est, troisième guerre mondiale, et là, ça prend peur. Et là, toutes les personnes, voilà, biais de confirmation, ben, ils se réveillent tous les matins, et ils se disent, ah putain, ça a chuté, qu'est-ce que je dois faire? Alors qu'ils sont sûrs, hein, qu'il y a un halving, hein. Ils sont sûrs, les mecs. Ah oui, qu'est-ce que je fais? Bon, ben, allez, je vais regarder des vidéos, ça va me rassurer, me réconforter. Ça te rassure, ça te réconforte. Ok, c'est bien. Mais, t'es d'accord avec moi que c'est pas logique? T'es d'accord que tu dois prendre des gains? En fait, si t'es déjà en positif, prends des gains. Mets-les en euros. Et puis, si ça descend, tu les remets, tu les réinjectes. C'est tout. Il faut vous arrêter avec votre biais de confirmation. Soit vous appelez un expert, mais arrêtez de regarder tonton, tata Jacqueline et me dire oui, mais ça c'est la pépite du jour, c'est la petite pépite, c'est la parfaite. Non, il n'y a pas de parfait. Le marché, il faut le connaître, il faut l'anticiper. Là où je voulais en venir, c'est que les guerres qui sont là, qui sont présentes, entachent fortement la bourse traditionnelle, surtout. Le marché des crypto-monnaies, il est un peu éloigné. Mais le jour où le marché des crypto-monnaies sera comme tous les autres marchés, tels que l'or, tels qu'Amazon, tels qu'Apple, sachez qu'on va en subir quand même. Parce que c'est un marché qui sera rempli de milliards. Donc ça, faut bien en être conscient de ceci. Voilà. Bah c'est sûr, grâce aux ETF Bitcoin, Bitcoin a déjà mis un bon pas dans justement cette bourse traditionnelle. Et là, peut-être il va y avoir Ether. Ouais. Là, je crois il y a eu encore un ETF spot Ether qui a été refusé par la SEC. Mais voilà, il y a quand même des pourparlers pour Grayscale. Je sais pas exactement la date que Grayscale doit valider, la date butoir que la SEC doit valider justement l'Ether, l'ETF Ether spot de Grayscale. C'est pas simple. Donc, à voir. En fait, il peut y avoir, justement, on l'a vu, hein, Bitcoin a plus performé que Ether. Donc, ceci n'est pas un conseil en investissement. Peut-être qu'Ether sera plus profitable que le Bitcoin dans les 6 prochains mois, voire l'année qui suit. Pour moi, je suis totalement d'accord avec ça. Mais je pense qu'on a tout dit sur les cryptos. On va pas faire une vidéo crypto ici.
Voilà, et de toute façon, si on fera des points de marché, voilà, s'il y a un point noir, c'est comme il y a eu au Covid, et là, moins 30, moins 40%, là, on vous fera une vidéo, bien sûr, pour expliquer la chose. Et là, voilà, là, clairement, si tu es déjà dans la crypto, bah voilà, tu restes assis, si tu fais ton DCA, continue ton DCA. Si tu as pris des profits, là, justement, quand il y a eu cette euphorie, et là, moi, je viens de penser à un truc, là, tu vois, en parlant. Moi, ces trucs euphorie, là, quand tout montait, et ben moi, je sais pas si toi, tu l'as ressenti, genre, on était plus euphorique, genre, à parler à un copain, ouais, regarde les cryptos, ouais, regarde ça. Ouais. Mais c'est l'effet boule de neige que... Non, mais voilà, et en fait, de se dire, ok, je suis comme ça, et ben, je vends une partie. Tu sais, ceux qui ont du mal à vendre, de s'analyser. Après, je le fais souvent. Voilà, mais peut-être, tu vois, il y a moi, je l'ai pas fait. Je l'ai fait un tout petit peu, mais pas assez. J'ai pas assez pris de profit. J'ai pris des profits sur Bitcoin, mais pas assez. Et ben voilà, tu vois, c'est des indicateurs. Tu vois, les graphiques, les trucs comme ça, bon, ça parle. Mais rien que de savoir soi, genre, ok, j'en parle à mon copain. Ouais, regarde, j'ai fait x5, regarde. Tu parles à un autre, tu vois les cours, allez, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. À un moment, tous les jours, on prenait 10 000. Et en fait, non, c'est vrai. Et en fait, c'est dans cette euphorie-là, tu te dis, ok, attends, je fais 2 pas de côté ou 2 pas en arrière, je me reconcentre, ok, je suis euphorique, et ben ok, tout le monde est euphorie, mais bah, c'est peut-être une sensation, ok, j'ai pas de plan, bah, j'arrive justement à ce facteur-là me dire, ok, j'ai pas de plan, mais ok, je me sens euphorie, et bah ok, je prends des profits. Et surtout, n'écoutez pas les personnes qui vous montrent leur portefeuille et qui ont 200, 300, 400, 1000 euros, 1 million sur leur portefeuille. Demandez-leur ce qu'ils ont à côté, est-ce qu'ils ont retiré. Parce que s'ils n'ont pas retiré, on peut pas vendre en haut, on peut pas vendre au sommet, c'est impossible. Voilà. Une bonne personne va prendre des gains dans tous les cas, quoi qu'il arrive. C'est ça, parce que là, moi, là, donc 1, 2, 3, 4. En gros, on avait 4 amis au dernier bull run qui avaient entre, allez, on va dire entre 300 000 et 2 millions. Et honnêtement, mal diversifié. Comment? Mal diversifié. Ouais, déjà, après, bon, c'est les équipes de foot de chacun, mais surtout, qui n'ont pas pris de profit. Ouais. Qui ont vu leurs 2 millions passer à 400 000. Vous vous rendez compte? Rien que s'il aurait pris 50% de sa ligne à 2 millions, il aurait resté 1 million en crypto, il aurait pris 1 million d'euros, alors que là, aujourd'hui, il a que 400 000. Et imaginez, c'est 1 million d'euros, il les aurait investis. Réinvesti, voilà. Imaginez, après, il aurait investi ces 1 million à 7 euros dans le Solana et que là, c'est avec des si on refait le monde. Mais pour me faire comprendre que même 1 million, il met 200 000, il remet 200 000 en crypto, au point bas, il remet 400 000 en immobilier, voilà. Et en fait, c'est ça, putain, 2 millions, ça, voilà, ça change une vie, ça change clairement une vie, même 300 000. Nous, à notre échelle, nous aussi, on est monté à plusieurs centaines de milliers d'euros, on a pris des profits, mais pas assez. C'est voilà, un cycle de bull run où tu fais rien, tu subis ton truc, tu perds tout ce que tu avais gagné. Le deuxième, bah voilà, tu performes, mais t'es pas au top. Voilà, et là, le troisième, on croise les doigts, on croise les doigts, normalement, on défonce tout. Donc, si tu veux tout défoncer comme nous, bah, contacte-nous, on saura te donner les bons conseils. Parce que ça fait depuis 2017 depuis 2020, tous les jours, j'écoute des vidéos crypto, donc t'inquiète pas qu'on c'est comme... On est dedans, on a les pieds, on a un joli portefeuille déjà crypto. Nous, moi, je pars sur un x5, pour vous dire, je pars sur un x5, je retire un x5. Voilà. Là, et pourtant, j'ai des cryptos qui peuvent faire soit 10, soit 15, global, fois 20. Je retire un x5. Et là, ça peut dépasser, mais si ça dépasse, bah, tant mieux, je retirerai dans tous les cas, comme si j'avais fait x5. Moi, j'ai besoin de tant d'argent pour tous mes business qui arrivent. Voilà. Donc ça, c'était la partie, la partie crypto et bourse. Voilà. Donc, on a vu l'IMO, la crypto, et là, moi, on va faire un petit sujet, ma petite touche perso, la petite info pépite. Si toi tu nous regardes, t'es investisseur immobilier, ça va t'intéresser. Donc on a signé chez le notaire, on a bu le petit coup de champagne, la petite coupe, et en fait notre notaire nous a dit, on discute, je lui dis, et vous, votre secteur, comment ça marche, l'étude, est-ce que ça marche bien? Il m'a dit ça marchait super bien en 2021-2022, mais là en fait on a dû licencier parce que le marché immobilier, bah ça a chuté, il y a beaucoup moins de transactions, donc on a dû licencier, on est une boîte, faut que ça tourne. Et là en fait ça va faire 3 semaines, un mois,
ils ont constaté qu'en fait les achats et les ventes commencent à augmenter. Donc peut-être que ça y est, la relance d'immobilier, ça repart. Bah, en gros, c'est pas nous qui faisons, qui achetons. Oui, à notre échelle, 10 euros par an. Qui achetons comme quand on achète des gâteaux le dimanche. Nous, on achète des biens comme les gâteaux de dimanche. Eux, les notaires, ils achètent des gâteaux tous les jours. Donc tous les jours, ils sont au courant des transactions, s'il y en a plus ou moins. Donc, que demander à un des meilleurs notaires, à un notaire à qui vous faites confiance, ben, comment est le marché? Et que le notaire, il vous dit, il y a une bonne reprise. Non. Donc, moi, mes prix vont bien augmenter. Voilà, donc, c'est ça, donc. Être informé. Voilà, et demander des informations. Donc, cette info, vous la prenez pas, vous en prenez compte ou pas. Mais voilà, donc, là, on est sur un marché d'acheteurs, c'est vous qui avez le pouvoir. Donc, visitez et faites des offres au rabais. Négocier 50, 40%. Vous allez perdre quoi? Ok, j'ai fait une offre à moins 50%, j'ai perdu mon temps, un mail, et voilà, vous avez juste perdu ça. Mais l'opportunité que ça peut vous créer en négociant énormément. Moi, la dernière en date, elle s'est pris un bonne continuation. Bah oui. Point, hein. Bah voilà, elle a perdu son temps, elle a perdu une visite et faire l'offre et passer à un autre bien. Ouais. Tu vois? C'est toi, personnellement, voilà, ça t'affecte parce que ton bien, il vaut plus que ça et ta billetterie. Ouais, c'est normal. Mais toi, en tant qu'acheteur, faut que tu sois cette même dame. Il faut que tu ailles visiter les biens, même si ça froisse le vendeur. Peut-être tu vas pas le revoir, on s'en fiche. Même si l'agent immobilier, il te dit, oh bah non, c'est une offre basse, je peux pas la présenter. Après, le bien, le voulait, non, quand quelqu'un, tu le vois, je te jure, elle transpirait le bien, la dame. C'est juste qu'en fait, je lui ai dit, écoutez bien, même moi, je fais encore des défauts. Je lui ai dit, je vous avoue, je suis pressé, tout ça, sauf qu'elle a dû se dire, ah, le mec, il a le couteau sous la gorge, il sait pas, elle a dû se faire des millimélos dans sa tête. Non, j'ai beaucoup de patrimoine, je dois vendre tant de patrimoine pour acheter. Dès que j'ai vendu tant de patrimoine, tous les autres, je les garde. Hein. Donc là, je suis en train de vendre tout mon patrimoine. Dès que j'ai l'argent, ben, je les remets tous. Et là, la dame, elle s'est dit, ben, je vais négocier 40%. Elle a craqué. Moi, je trouve qu'elle a eu raison. Elle a tenté, voilà. Elle a tenté. Toi, c'est un de tes biens, donc forcément, t'es pas d'accord. Mais sur le fonctionnement de cette personne, moi, je trouve ce que je veux dire, c'est que quand tu veux la chose, à pas braquer. Elle, c'était sa résidence principale, mais toi, tu veux faire un investissement immobilier. Oh non, mais elle, c'était sa résidence principale. Voilà. Elle le voulait. Oui. Là, elle a même pas eu une négociation. Ouais. Elle m'a braqué. Là, si elle revient et qu'elle me redemande, ah ben, est-ce que là vous êtes bien, je lui dirais plus cher que le prix que je lui dis. Oui, parce que enfin, là, en fait, c'est ton ego là. Ouais, c'est mon ego, mais vu que j'ai de l'argent, mon ego il va rester là. Mais je suis d'accord. Mais pour une personne qui visite et qui veut acheter. Après, on l'a dit avec le notaire. Là, le marché, il était acheteur. Ouais. Si l'immobilier monte, oui, repart, oui, ça va. Le marché. Ça se retourne, c'est un marché vendeur. Donc c'est pour ça, passer à l'action maintenant. Mais en général, les étés. Oui. Et les étés, c'est marre des marchés vendeurs. C'est normal. Les gens, il y a les mutations, il y a tout ça près de la côte, il y a de l'attrait, il y a tous les Parisiens, les Bordelais qui, forcément, oui. Mais voilà, donc passer à l'action maintenant. Allez-y, visitez et faites des offres. N'ayez pas peur de faire une négociation à 30, 40%. Donc là, on va attaquer la partie business angel. Qu'est-ce que c'est un business angel? C'est un apporteur d'affaires. C'est quelqu'un qui a de l'argent et qui a envie d'investir. En général, les CGP, on le conseille à 10% de ton patrimoine, à 30%, c'est énorme, mais 10 à 30%. Pourquoi? Parce que c'est très risqué. C'est soit ça fait 0, soit ça fait x15, x100. C'est dérisoire parce qu'en fait, tu montes des startups, tu montes des sociétés qui ont des projets. En général, fou, c'est ce que vous voyez à la télé, qui va être mon associé. Et moi, je vous le dis, qui va être mon associé. Donc, en gros, j'ai acheté, en l'espace d'un an, 7 boîtes. Donc, à coût de 75 000, 100 000 euros. Et les boîtes, c'est que de la tech. Sauf une. Que de la tech, sauf une. Donc, vous le voyez pas, mais je fais 115 kilos, je suis un gros gabarit. Un jour, je me suis réveillé et j'ai eu envie de bouffer des sushis à un endroit que j'avais pas l'habitude. J'y vais, les meilleurs sushis de ma life. La dame, je commence à parler avec elle, elle est hyper sociable, je vois qu'elle est cool, je vois qu'elle a un passé dur, etc. Et là, je lui dis, ça te dit on s'associe? Elle, bon voilà, fiscalité, alors que c'est pas elle la chef de la boîte. Tu proposes à un mec qui a 1300 euros par mois, à une nana, excusez-moi, qui a 1300 euros par mois et de la mettre chef.
et de gérer sa boîte. Forcément, elle va vous dire quoi? Oui. Elle m'a dit oui. Donc là, j'ai commencé à entamer les démarches. J'ai commencé à essayer de racheter la boîte, là où elle était. Et le mec, il m'a proposé un prix dérisoire. Il m'a braqué, comme on vient de vous dire juste avant. Donc, elle quitte son emploi, elle quitte son employeur pour s'associer avec moi. C'est la gérante, parce que en tant que business angel, je ne veux rien gérer du tout. Je veux être au courant des comptes, au courant de la compta, gérer le stock un petit peu s'il y en a, mais de mon ordi. Je veux pas faire des sushis. Donc, mon but en achetant le sushi, c'est de créer une chaîne. Tu vois, sushi, Yoeko Sushi ou je sais pas quoi là, je les ai tamisés. De franchiser en gros. Ouais, je veux franchiser. Et sa sœur, la patronne, elle est à Bordeaux, rue Sainte-Catherine. Si tu me vois, j'arrive. Bisous. Donc, en gros, c'est apporter de l'argent pour faire évoluer une boîte et créer de la valeur dans une boîte pour que cette boîte rachète d'autres boîtes, etc., etc. Donc, c'est un arbre généalogique. Donc ça, c'est cette boîte qui va me rapporter le moins, mais c'est juste parce que j'avais envie surtout d'aider cette personne et je savais que je pouvais prendre un petit peu d'argent. Non, je t'arrête. Tu voulais surtout manger des sushis gratos. Ouais, ça aussi. Moi, je les ai quand même vu qu'ils sont chers. Donc là, ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, moi, j'ai acheté une autre boîte. J'ai acheté une boîte de tech pour la sécurisation et la biodiversité de tout ce qui est cher sur Terre, la vanille, le cacao. Les matières premières. Toutes les matières premières. Je suis en train d'essayer de faire une marketplace à échelle internationale. Donc, je suis souvent avec des personnes qui sont qui sont multimilliardaires, hein, qui ont des boîtes au Brésil, parce que là-bas il y a beaucoup de choses de la terre, de matières premières. La Côte d'Ivoire, aussi j'ai Maurice, j'ai aussi Bora Bora. Bora Bora, il y a beaucoup de milliardaires, donc on va essayer de protéger le lagon via le métaverse. Donc on rentre aussi dans tout ce qui est crypto-monnaie, blockchain, etc. Donc ça c'est une boîte. J'ai une autre boîte où c'est, on va dire, la numérisation de ton propre corps pour éviter, on va dire, une surconsommation, une surproduction par exemple, des vêtements. Ça veut dire que moi qui suis gros, j'en ai marre de me changer, j'en ai marre d'aller faire 40 magasins et trouver rien, et rien trouver. Imaginez une marketplace à l'entrée d'une grande galerie. Vous rentrez dans votre super bel œuf qu'on a dans la société. Vous rentrez, vous numérisez, vous rentrez votre avatar que vous avez pris numérisé, vous le rentrez dans l'application sur votre marketplace, ça vous dit tel magasin, ils ont vos tailles, ils ont ci, ils ont là. Révolutionnaire. On parle aussi pour faire des régimes, etc. Enfin, c'est gros. Hein. On travaille avec Fitness Park à Paris. Donc ça, c'est quelque chose de gros. Tesla va peut-être nous mandater pour mettre le futur Tesla Europe va être à Paris. Voilà. Oui, j'en connais des choses grâce à vos boîtes. Le futur Tesla va être à Paris et en gros, ils veulent créer un hôtel vraiment high-tech à la Elon Musk à côté et ils veulent notre œuf, par exemple. C'est un œuf géant qui prend des photos. Et ça, on essaye, mais ça, comme vous l'a dit Joévin, c'est très très risqué. En gros, quand t'as des affaires à Elon Musk ou quand t'as affaire à des patrons, ils vont jamais te signer une promesse. Ils disent sortez-moi-le et je verrai. Sauf que quand t'as Elon Musk qui dit sortez-moi-le et je verrai, vas-y, tiens, 100 000, vas-y, on essaye, on le tente. Imagine, il vous dit oui. La pub, le marketing. Voilà, c'est stratosphérique. Donc en gros, faut mettre le billet. J'ai mis le billet. Et là, je suis en train de racheter 2 autres boîtes au niveau de la tech sur la blockchain. Donc j'espère que ça a bien marché parce que j'ai déjà investi pas mal dedans. Donc ça, je suis dedans, mais je peux pas vous en parler parce que les news, j'ai pas le droit. C'est des délits d'initié. Si tu veux savoir ce que c'est le délit d'initié, mets-le moi en commentaire et je te dirai ce que c'est. Et je ferai même une petite vidéo sur le délit d'initié parce qu'il y en a pas mal qui le font, à trop parler des fois. Donc ça, et j'ai aussi acheté, je suis en train d'acheter une boîte parce que j'ai pas encore mis les fonds, ça va en pourcentage. Une boîte qui travaille à l'international avec des drones. Je vais pas trop en dire.
parce que j'ai pas envie qu'on me vole le projet, donc j'ai pas trop en parler. Oui, des fois tu peux même pas ne pas en parler, c'est que tu peux pas surtout. Non, si je peux. Ouais, si je peux. Il m'a dit que j'étais over cool. Mais en gros, je veux pas qu'on me pique le projet, donc je vais pas en parler, mais on est sur des pourparlers à l'international et on parle de 115 millions par exemple, qui risquent de rentrer des contrats. Donc voilà, donc si vous voulez rester sur la chaîne et que vous voulez en savoir plus sur tout ce qu'il faut pour faire de l'argent, sécuriser votre argent, transmettre votre argent et créer une biodiversité de votre patrimoine, eh ben vous êtes sur la bonne chaîne. Donc si tu as envie d'en savoir plus, contacte Joevin ou moi-même et je me ferai un réel plaisir de te rendre libre et riche. Ciao. Ciao.